Bonjour à tous, une fenêtre faite maison en bois, avec un double vitrage artisanal, sans utiliser de machine, sans compétences avancées en menuiserie, en utilisant le strict minimum d'outils. Pour une bouchée de pain, dans le cadre du projet d'une maison de 50 mètres carrés avec un coût de revient équivalent à seulement 1 000 $ américains. Le sujet promet d'être très demandé en ces temps de crise mondiale, à laquelle nous sommes tous confrontés. Ce projet n'est réalisable avec de telles contraintes qu'en utilisant des composants très bon marché. Nous avons déjà vu comment fabriquer une fenêtre fixe en bois de type européen avec double vitrage pour seulement 9 $ et en 1 heure. Mais elle reste fixe. Et vous m'avez convaincu dans les commentaires que, même si des temps difficiles approchent, ce n'est peut-être pas très dans l'esprit slave. Et même si je prévois d'organiser la ventilation autrement que par les fenêtres, rien que pour de tels moments, la fenêtre doit pouvoir s'ouvrir. Dans la vidéo sur Glucar, j'ai parlé d'artisans avec de grands ateliers pleins de machines impressionnantes, qui finissent pas par fabriquer un tabouret, un banc ou une simple fenêtre. C'est génial pour eux, mais pour nous, regarder de telles vidéos est aussi utile que de regarder celles où Elon Musk fabrique rapidement ses fusées spatiales, ou ses Tesla. C'est intéressant, mais ça ne nous apporte aucun bénéfice personnel. Je pense que beaucoup aimeraient pouvoir tout faire sans équipement sérieux, voire pratiquement à main nue, en un clin d'œil. Et c'est possible. J'ai acheté des planches, des tasseaux rabotés et des bricoles. Après réflexion, j'ai choisi de tout réaliser uniquement avec les tasseaux. À l'aide d'une équerre, je trace sur 2 faces et je coupe tous les tasseaux d'un côté. En même temps, j'entraîne ma main à scier droit. Tout est sous contrôle, le matériel est prêt. Mais dès le début, j'ai fait une erreur. J'ai coupé une pièce 10 cm trop courte. Je marque ainsi donc moins de risque de percer au travers. Sous-titre, sous-titre. Je perce avec un foret à confirma, qui peut facilement être remplacé par des forets ordinaires pour bois ou métal, en choisissant les bons diamètres. Je vais utiliser 2 types de tasseaux, 50/20 et 40/20. J'assemble le cadre, les caissons et les fenêtres avec des tasseaux de 50/20, puis j'utilise ceux de 40/20. Je relie tout avec une fixation parmi les plus fiables et les plus courantes en fabrication de meubles. Le confirma, aussi appelé vis européenne ou vis d'assemblage. Ce nom s'est imposé chez nous à partir de la marque Confirma, sous laquelle elle était produite par une entreprise allemande de quincaillerie. Les professionnels du meuble en URSS ont découvert le Confirma en 1973 de notre ère, lors de l'exposition Les Drevmak. La possibilité de les utiliser en pratique n'est apparue qu'au début des années 90. Le cadre de la fenêtre est prêt. En mesurant le cadre et l'ouvrant d'une fenêtre en PVC, on peut constater que la partie intérieure de l'ouvrant est plus petite que le cadre de plus de 2 cm. Cela est dû à l'utilisation de ferrures spéciales. Souvent confronté au fait que les fenêtres et portes en bois commencent à frotter et à mal se fermer avec un jeu lorsque l'humidité change, j'ai préféré voir large et j'ai laissé 5 à 6 mm de chaque côté. Je fabrique le cadre de l'ouvrant de la fenêtre de la même manière que le cadre du bâti, mais uniquement à partir d'un seul type de tasseau de 50/20 dont la rangée est placée exactement au centre. Étonnamment, la géométrie des angles est parfaite. La rectitude du bâti est irréprochable. Mais l'ouvrant dans ce plan est légèrement de travers. En gros, elle est un peu de travers, mais ce n'est pas grave. J'ai choisi des charnières à vis pour éviter le travail fastidieux au ciseau à bois. Je perce la barre de l'ouvrant au centre.
Après avoir présenté les pièces et fait les repères, il s'est avéré que les trous pour les charnières dans le cadre étaient décalés vers le bord de la barre. C'est pourquoi je perce en biais en direction du centre de la barre. Pour plus de fiabilité, c'était ma première expérience avec ce type de charnière, et l'installation au jugé, sans gabarit, a été très simple. Il n'y a pas eu de défaut. En vissant ou dévissant les charnières, on règle les jeux. Je laisse un jeu de 3 à 4 mm pour le recouvrement de l'ouvrant. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Maintenant, j'aimerais inviter sur cette scène quelque chose de merveilleux, d'incomparable. J'ai tracé les repères pour le mécanisme de verrouillage du cadre. Même avec une perceuse, j'ai réussi à faire un trou pour lui. J'ai acheté un mécanisme et une poignée semblables à ceux des anciens cadres soviétiques. Je ponce et j'arrondis tout à la main. Quelqu'un veut sûrement me rappeler « Hé mec, tu as commandé une ponceuse sur E-Catalogue, où est-elle » On me l'a déjà livrée il y a 2 ans. D'ailleurs, voici les images solennelles du déballage. Je n'ai jamais regretté cet achat, sûrement parce que j'ai pris le temps de bien choisir et non d'acheter la première venue. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas, juste pour éviter les commentaires comme « Yatcha, c'est pas juste, tu as trop d'outils, on aimerait en avoir autant ». Pour la perceuse et la visseuse, désolé, mais comme le marteau et le tournevis, la plupart des gens en ont, même sans bricoler. Pour la prochaine fenêtre, je serai mieux équipé et je vais envisager d'acheter une scie à onglet, c'est parfois indispensable. Je réfléchis à laquelle choisir. Vos conseils sont bienvenus. Puis je démonte tout. On ne dirait même pas un cadre de fenêtre entier. Je couvre chaque pièce d'un produit de protection et de finition. Et pendant qu'elle sèche, anticipant les remarques critiques du genre « Yatcha, il faut dire que les têtes des vis confirmates défigurent vraiment l'apparence du cadre ». J'essaye de faire pareil avec des chutes de tasseaux, mais en utilisant uniquement des méthodes de menuiserie classiques, sans clous. C'est difficile, il faut un ciseau à bois très affûté et des gabarits. Je ne suis pas satisfait du résultat. Pourquoi penser que les machines-outils ne sont plus indispensables aujourd'hui ? L'époque du DIY est là depuis longtemps, bien différente de l'époque soviétique où, dans le magasin « Fais-le toi-même » de ma ville natale Omiel, on ne trouvait que quelques lentilles défectueuses. Probablement des rebuts d'une usine d'optique pour missiles balistiques, des chutes de tissu pour vestes matelassées, des restes de cuir synthétique pour bottes de soldats, des morceaux de duraluman, des caissons militaires, des gaz 66 et autres objets similaires. Peut-être différents dans les capitales, mais chez nous c'était ainsi. Il y avait de bonnes choses sous l'URSS, mais l'approvisionnement était vraiment insuffisant. Les vrais bricoleurs récidivistes, à l'époque lointaine empreinte de le romantisme de l'ascétisme soviétique, étaient ceux qui parvenaient à sortir de leur entreprise quelque chose de plus substantiel. D'ailleurs, à l'époque de l'Union, on n'en rapportait généralement pas beaucoup à la maison, on connaissait la mesure, c'était juste pour le boulot. Contrairement aux années 90 où l'on emportait usines, navires, trains, pétrole et gazoducs. De nos jours, il y a un très large choix de colles. Pour ma part, j'utilise les colles PVA imperméables les plus accessibles. J'élimine immédiatement l'excédent qui déborde. Les vis confirma serrent tellement fort qu'il n'est même pas nécessaire de perdre du temps à étaler la colle avec un pinceau. Je bloque un côté avec un serre-joint, puis, bien que tout reste instable, je vérifie l'égalité des diagonales avant de fixer l'autre côté. Laisse sécher, à suivre. Ne riez pas. Mon expérience en menuiserie laisse à désirer, mais c'est ce qui rend l'information encore plus précieuse, car elle permet à quelqu'un sans expérience de se lancer dans un tel travail. Les différences entre DIY et fais-le toi-même résident dans leur base matérielle. DIY ne signifie pas du tout que tout doit être fait uniquement à partir de palettes jetées, comme on le confond parfois.
La base matérielle du DIY est immense. C'est pourquoi, pour me procurer tout le nécessaire pour la fenêtre, je ne suis pas allé à la décharge de palettes ni à l'usine, mais simplement dans un magasin de bricolage ordinaire. Je recouvre le cadre de plusieurs couches de vernis résistant aux intempéries. J'utilise un vernis acrylique presque inodore. Le choix du vernis est personnel, on peut aussi opter pour un vernis marin. Comme pour le cadre, je colle l'ouvrant de la fenêtre. Je dégraisse la vitre et la zone de contact avec l'ouvrant, puis j'applique du silicone transparent. Le processus de fabrication d'un double vitrage maison a commencé. Maintenant, j'aurai besoin d'une goulotte comme celle-ci et d'un chat miracle. De la litière absorbante pour chat. L'idéal serait de trouver du gel de silice. Il est largement utilisé pour le séchage de l'air. Vous avez peut-être vu des sachets avec ce produit, par exemple dans des boîtes à chaussures. Il existe aussi des litières pour chat à base de gel de silice. Je voulais en acheter un comme ça, mais j'ai pris un moins cher, à base de bentonite, qui devrait aussi absorber l'humidité résiduelle du double vitrage. Concernant la justesse de mes conclusions, vous pouvez laisser vos corrections dans les commentaires. La bentonite sert aussi aux vignerons pour clarifier rapidement le mou, donc je suis sûr qu'elle sera utile chez moi. Je fixe les extrémités de la goulotte avec du ruban adhésif. Petit souci, soit les trous sont trop grands, soit le remplissage est trop fin. J'aurais dû en acheter des plus gros. Et maintenant, tout est en ordre. Vous avez sûrement remarqué les petites trous sur les entretoises en aluminium des doubles vitrages, qui contiennent aussi un absorbant. Vous vous souvenez de ma boîte à onglets virtuelle de la vidéo sur la fenêtre fixe? Elle a déjà bien servi. Je coupe l'excès de silicone et nettoie bien l'intérieur des vitres, car après collage, ce ne sera plus possible. L'équipement clé pour produire des vitrages isolants industriels est la machine à laver les vitres. J'ai déjà expliqué où l'on peut se procurer des vitrages isolants, au moins 2 fois moins chers. On peut aussi y trouver du verre bon marché. Les fabricants de vitrages isolants écartent le verre présentant des défauts à peine visibles. Un défaut de la taille d'un grain de sable ne passera pas. Et pour nous, ça peut encore servir, non ? Actuellement, j'utilise mes réserves personnelles. Dans une vidéo sur la maison à 1000 $, j'ai déjà dit que le projet, grâce à de nombreux commentaires utiles, est passé à la phase de conception collective. Cette fenêtre résulte aussi d'une réflexion collective. De nombreuses personnes, sous la vidéo sur Glucar, m'ont conseillé d'utiliser un tasseau, de coller la parclose avec du silicone, de bien protéger le tout et d'utiliser une colle fiable. J'ai vu sur YouTube des entretoises faites avec des goulottes de câble, c'est mon expérience. Ici, on peut seulement percer la goulotte de câble et utiliser une litière pour chat, sans certitude que ce soit déjà arrivé. Et remarquez bien, tout a été fait même sans ciseaux à bois. J'espère que cette vidéo sera utile à ceux qui veulent une fenêtre facile à fabriquer et abordable. Et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas les compétences en menuiserie mais la volonté. La parclose standard 8/10 ne cache pas complètement les entretoises de notre double vitrage. C'est pourquoi j'ai décidé de la remplacer par une parclose 15/15. J'ai aussi acheté cette moulure en bois, j'ai tout poncé et peint. Combien ça m'a coûté, je ne vais même pas le calculer pour l'instant. Vous voyez bien vous-même que ce n'est presque rien. Rien n'est cher ici. L'essentiel, c'est notre travail, que je ne compte pas. Après avoir collé les tasseaux et fixé le double vitrage, l'ouvrant s'est complètement redressé. Elle n'exige pas de raccord d'angle complexe et rigide en menuiserie. Et pour que les vrais menuisiers ne me reprochent pas trop l'utilisation de Viconfirma, qu'ils considèrent comme des éléments inacceptables, je colle les baguettes à la colle PVA et je les fixe avec des clous dont j'ai coupé les têtes. Du moins du côté visible de la fenêtre.
Après séchage de la première couche de vernis, on peut poncer avec un papier de verre très fin pour éliminer les fibres relevées. Un profane ne verra probablement pas que le profil de la fenêtre est collé et non fraisé à la machine. De plus, des tasseaux pas parfaitement droits deviennent plus droits une fois vissés et collés, et il est moins probable qu'ils se déforment. La rigidité totale provient des vitres collées, celle du cadre de sa fixation à la structure de la maison. Pourquoi fallait-il un espace dans le dormant? Comment remplacer un double vitrage cassé? Pour garder des vitres intactes, entretenez de bonnes relations avec votre entourage. Si une pierre est lancée et que la vitre se casse, on prend un cutter, on découpe le silicone comme lors du remplacement de la part close, puis on remonte le double vitrage. J'ai publié une photo de la fenêtre dans la communauté de la chaîne pour annoncer la vidéo, et j'ai aussitôt deviné que quelqu'un s'en moquerait. Le double vitrage va se fissurer, et pour que tout soit perdu, il vaut mieux ne même pas essayer et rester tranquillement allongé sur le canapé. Je suis sûr que ça ne va pas se fissurer. Je connais ces fenêtres en bois posées sur silicone. Elles ne s'emboîtent pas sans gel de silice et n'ont jamais fissuré depuis leur fabrication dans les années 2000. Du bois résineux ordinaire bien sec, mais c'est un bon artisan qui les a fabriqués. J'ai eu plus de difficultés à fabriquer un petit battant selon les règles de la menuiserie qu'à réaliser une fenêtre complète avec des tasseaux assemblés avec des vis confirma. Et là aussi, on s'est débrouillé sans aucune machine, il suffit juste d'avoir de bons gabarits pour les tourillons. Donc accordez-vous un gros pouce levé. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma deuxième chaîne live, le lien est sous la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche, comme ça je pourrai vraiment vous tenir informé. Merci.